Votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On est dans la dernière ligne droite de la campagne des Européennes. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer la survie de votre famille politique ? Non, on joue beaucoup plus que la question de l'avenir d'une famille politique. Ce qui se joue, c'est l'avenir du pays. Ça compte quand même. C'est l'avenir du pays, bien sûr. Du pays ou de l'Europe ? De l'Europe et aussi du pays, parce que la décision que feront les Français dimanche va évidemment changer le cap de l'Europe pour les années qui viendront, et donc aussi, bien sûr, peser sur la vie du pays. Et puis je crois que ce qui se joue, vous savez, dans cette élection, c'est la possibilité pour la France de pouvoir compter sur une droite qui se renouvelle, une droite qui tourne une page, qui écrit son avenir. J'ai vu dans cette campagne, partout en France, évidemment, le poids de la défiance, des déceptions, le poids d'une forme d'incertitude, le fait que les Français aujourd'hui peinent à avoir confiance dans la vie démocratique, mais aussi à avoir confiance dans des vieux partis de gouvernement. Moi, je le dis à tous les Français, bien sûr. Comme les Républicains ? Mais évidemment. Mais moi, je ne me sens pas comptable d'un bilan. Je ne suis pas rentré en politique pour continuer une histoire, pour la répéter indéfiniment. Je suis rentré pour écrire l'avenir, et je crois que l'avenir, il se joue là. C'est une déclaration de candidature pour 2027, François-Xavier Bellamy ? Non, c'est une déclaration de candidature pour 2024, pour l'élection européenne dans 3 jours. C'est toujours mieux de le dire. L'avenir se joue là parce qu'au Parlement européen, en Europe, partout dans les autres pays, c'est cette formation politique, celle de la droite de gouvernement, qui est en train de relever la tête et de reprendre sa place. C'est cette formation politique qui va devenir la première force politique en Europe. Et qui c'est chez nous que ça va se jouer. Les Français ont le sentiment que rien ne changera. Rien n'a changé en 2019 et que rien ne changera en 2024. Et bien justement, c'est la grande espérance que je veux partager avec eux à la fin de cette campagne. On est sur le point de pouvoir retrouver les leviers pour agir. On veut plus subir. On veut plus subir des décisions qui tombent d'en haut et qui sont prises en dépit du bon sens. On veut plus subir une Europe qui fragilise nos pays au lieu de les renforcer. On veut contribuer à reconstruire cette Europe qui retrouvera la confiance des Français. Et ça, c'est nous qui pourrons le faire, parce que ma famille politique, celle que je représente dans cette campagne, elle a aujourd'hui la responsabilité de 15 gouvernements en Europe sur 27. Elle va avoir le premier groupe au Parlement européen. Elle va avoir une majorité, enfin, au sein de la Commission européenne. Et donc, c'est chez nous que les choses vont pouvoir changer. On a beaucoup parlé, par exemple, dans cette campagne d'Ursula von der Leyen. Contrairement à tout ce que racontent nos adversaires qui n'ont pas manqué d'utiliser de fake news sur ce sujet, la vérité, c'est que si demain il y a une alternance à la tête de la Commission européenne, et ça c'est la bataille que je commencerai dès le 10 juin, ce sera grâce à notre combat. C'est chez nous que ça va se jouer. La décision se prendra au sein de cette formation politique. Okay. Et moi, dès le 10 juin, je serai au combat matin, midi et soir, comme je l'ai été pendant 5 ans, pour faire entendre la voix de la France et la voix des Français dans une formation politique qui va devenir la première d'Europe et qui aura les leviers pour agir. Encore un tout petit mot de votre famille politique, les Républicains. Gérard Larcher a mis fin hier aux rumeurs de coalition. On le donnait partant pour Matignon. C'est délétère de laisser croire que vous pourriez faire une alliance avec les macronistes. Encore une fois, je vois que certains dans cette campagne ont utilisé effectivement de manière délétère des fake news lamentables. La vérité, c'est que de coalition, il n'a jamais été question. Jamais. Aujourd'hui, les parlementaires qui font vivre cette famille politique sont dans l'opposition comme ils le sont depuis 7 ans. Il y a 50 occasions dans lesquelles ils auraient pu basculer du côté du pouvoir. Certains l'ont fait, certains sont partis. Les opportunistes, les cyniques sont partis du côté du confort et de la facilité. Nous sommes restés dans l'opposition et nous savons pourquoi. Parce que nous voyons que ce gouvernement est en train d'emmener la France dans le mur. C'est pas aujourd'hui qu'on va le rejoindre. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait tomber quand vous avez l'occasion lors des motions de censure, monsieur Bellamy ? À quelle occasion ? Pardonnez-moi. Là, cette semaine, par exemple. Mais cette semaine, quelle occasion aurait permis de faire tomber le gouvernement ? C'est le Rassemblement national qui raconte ça. Mais le Rassemblement national, en réalité, fait son spectacle. C'est un spectacle. Parce que la motion de censure qu'il a déposée n'avait aucune chance de passer. Même avec nos voix. Elle n'avait aucune chance de passer. Donc en fait, le Rassemblement national se sert de cette motion de censure pour gagner des points à la veille d'une élection. Ça vaut pas mieux, vous savez, que le spectacle qu'entretient Emmanuel Macron quand il se multiplie partout dans les journaux télévisés à quelques jours du scrutin. Je crois, moi, au contraire, que la politique, c'est du sérieux. C'est prendre les Français au sérieux. C'est prendre la France au sérieux. Et nous, la motion de censure que nous avons dans nos mains, nous l'avons toujours dit, nous la déposerons le jour où le gouvernement augmentera les impôts, où il désindexera les retraites. C'est notre arme pour protéger les Français. Pas, vous voyez, c'est une grande différence. Pas pour gagner du point pour nous, pas pour nous mettre en scène, pas pour créer du spectacle, pour protéger la France et pour protéger les Français de la dérive de ce gouvernement. C'est ça qui compte.
Et c'est une grande différence, je crois, dans la manière de voir la vie politique et la responsabilité politique. François-Xavier Bellamy, on est sur CNews et sur Europe 1. Début aujourd'hui des commémorations des 80 ans de la libération de la France avec l'arrivée des chefs d'État, dont le président Joe Biden et aussi du président Zelensky, le président ukrainien, qui sera évidemment présent lors des commémorations du débarquement, mais aussi à l'Élysée, reçu vendredi à l'Élysée par le chef de l'État. Vous pensez qu'il y a une raison pour que le président Zelensky soit l'invité d'honneur de ces cérémonies ? Que l'Ukraine soit invitée, c'est évidemment normal et nécessaire. Maintenant que le président Zelensky intervienne même à l'Assemblée nationale vendredi, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale l'a dit, il y a quelque chose manifestement de surprenant dans le fait que cette intervention se déroule l'avant-veille de l'élection européenne. Et vous savez, on nous parle de ce journal télévisé que le président de la République a convoqué. On voit bien que l'exécutif essaye de saturer l'espace médiatique. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, le sujet, bien sûr, c'est de soutenir l'Ukraine, mais Emmanuel Macron est moins en train de soutenir l'Ukraine qu'il n'est en train de s'en servir. De s'en servir pour essayer de fausser le débat. Je l'entendais hier s'exprimer. Oui. En quoi ? Je l'entendais hier s'exprimer dans Le Crayon, qui est un média sur Internet. Et Emmanuel Macron raconte une histoire totalement fausse aux Français. Pendant cet entretien, il dit à ses interlocuteurs, rendez-vous compte, la situation est terrible, l'extrême droite peut arriver au pouvoir en Europe et nous sommes le rempart contre l'extrême droite. C'est un pur mensonge. Le groupe du Rassemblement national est en train de s'effondrer sous ses yeux, il restera totalement minoritaire et le Rassemblement national, qui a gagné, rappelons-le, la dernière élection européenne, n'a jamais rien fait de sa victoire. Le fait qu'il soit arrivé en tête n'a strictement rien changé parce qu'il aura été pendant 5 ans aux abonnés absents, pendant que nous menions les combats qui intéressaient les Français. Le vrai sujet de cette élection, c'est que les deux grandes forces politiques qui s'affrontent au Parlement européen tous les jours, ce sont d'un côté la droite européenne, à laquelle j'appartiens, et de l'autre côté la gauche européenne. C'est ça le vrai débat. L'histoire que voudrait raconter Emmanuel Macron, qui oppose les populistes aux progressistes, qui l'oppose dans un éternel deuxième tour à Marine Le Pen, cette histoire est complètement fausse. C'est un mensonge qui n'intéresse que lui et Madame Le Pen. Et moi je dis aux Français, regardez la réalité en face. Demain, c'est dans nos mains, c'est dans les mains de la droite européenne que se trouve la possibilité pour la France de peser au Parlement européen. Un mot de la défense européenne, parce que c'est évidemment de cela qu'il sera question aussi lors de la visite du président Zelensky. Une défense européenne qui irait jusqu'à l'arme nucléaire. Vous dites attention, là on atteint à la souveraineté nationale. Ah mais nous disons non, tout simplement. Moi, je suis héritier de la famille politique qui a construit la dissuasion nucléaire, qui est un élément essentiel de la souveraineté du pays et de la sécurité de l'Europe. Et ma conviction profonde, c'est aussi une vision de l'Europe. Ma conviction profonde, c'est que la France est plus utile à la sécurité de l'Europe en conservant sa dissuasion nucléaire comme un élément régalien et souverain de notre démocratie qu'en essayant de la mutualiser. Parce que qu'est-ce que ça veut dire demain ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on réunisse les 27 chefs d'État européens avant de pouvoir décider d'appuyer sur le bouton. Ce serait évidemment fragiliser de l'intérieur le principe même de la dissuasion. Et cela, eh bien, je le dis avec force, nous ne le laisserons pas faire. C'est nous qui, demain, serons le vrai contre-pouvoir à la politique d'Emmanuel Macron, celle qui veut aller dans une forme de saut fédéraliste qui ne dit pas son nom, vers une forme d'armée européenne, il en a reparlé hier, vers la création d'emprunts, de dettes et d'impôts européens. Non à une armée européenne ? Je le redis, le vrai sujet pour la France, c'est de contribuer à la sécurité de l'Europe en reconstruisant des forces armées. Elles sont aujourd'hui exceptionnelles, nos armées. Elles sont capables d'intervenir sur tous les théâtres d'opération. Nous avons la première armée conventionnelle d'Europe, mais elles manquent de moyens, elles manquent d'équipements, elles manquent de financement pour pouvoir assumer leur mission. Et ça, c'est le défi qui est devant nous aujourd'hui. Vous proposez d'ailleurs une formation de 2 mois pour chaque Européen aux enjeux de la défense opérationnelle. C'est une façon quand même de créer une forme d'armée européenne ? Non, c'est une façon de créer une conscience collective chez la jeune génération des enjeux de sécurité. Nous voyons bien aujourd'hui que cette génération, c'est le cas de la mienne aussi, a grandi dans la paix, comme si la paix était donnée pour toujours. Aujourd'hui, nous voyons bien le retour du tragique sur le sol européen. C'est bien sûr la question de l'Ukraine. C'est aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël, qui est une immense inquiétude aussi pour nos pays, parce que nous voyons l'extrême gauche tenter d'importer ce conflit sur le sol de nos pays. C'est aussi la situation en Arménie, menacée par l'Azerbaïdjan, par la Turquie. La Turquie qui, aux portes de l'Europe, est un élément de déstabilisation. Il faut que les jeunes dans nos pays soient conscients de ces enjeux
Et c'est aussi un élément qui permettra de renforcer les forces de réserve opérationnelle dont nos armées ont besoin pour pouvoir compléter leurs moyens pour agir sur le terrain. Vous évoquez la gauche qui, hier encore à l'Assemblée nationale, a provoqué des perturbations en venant habillée aux couleurs de la Palestine, en blanc, en vert, en rouge, les socialistes en noir. La représentation nationale a été piégée ou pas pour vous? Bien sûr, mais ce théâtre est absolument désolant et révoltant. Pour les Français. Pour la France, pour les Français. Quelle indécence! Et comment est-ce que les jeunes citoyens dans notre pays peuvent-ils grandir en regardant ce spectacle et en gardant une idée de ce que doit être la dignité du débat parlementaire? Mais je veux dire, mais une chose qui m'inquiète plus encore que ce spectacle, parce que finalement l'extrême gauche, on la connaît, elle montre son vrai visage et nous la combattons tous les jours au Parlement européen quand elle prétend continuer de nier que le Hamas est une organisation terroriste. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'ambiguïté du gouvernement et de la majorité. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui... Sur quel sujet précisément? Le gouvernement, sur la question de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, quand je vois qu'aujourd'hui le gouvernement français est prêt à exclure Israël d'un salon lié à l'industrie de défense en France, mais pardon, mais qui est l'agresseur et qui est l'agressé dans cette histoire? Entre Israël et le Hamas, qui a déclenché les hostilités? Et qui aujourd'hui plonge en enfer, y compris les populations civiles palestiniennes à Gaza? Sinon, le Hamas. C'est le Hamas, un mouvement terroriste islamiste qui menace aussi nos pays, qui devrait être notre adversaire commun. Et aujourd'hui, par ce comportement ambigu, le gouvernement donne le sentiment d'une espèce de « en même temps » qui devient infiniment coupable. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme en France est résiduel. Résiduel, voilà. Alors qu'il a augmenté de 300%. C'est encore une fois... On est même plus surpris malheureusement par le déni de réalité auquel se prête Jean-Luc Mélenchon, qui est l'indice de sa complaisance coupable avec cet antisémitisme. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit ça, ça devrait être pour le gouvernement français et pour sa majorité l'indice qu'il faut rompre avec tous les en même temps et qu'on n'a pas le droit de confondre l'agresseur et l'agressé. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse européenne et de l'idéal d'une jeunesse européenne. Il y a en France un vrai problème avec notre jeunesse. Un adolescent de 14 ans a été l'auteur d'un refus d'obtempérer à Clamart. Il a refusé de s'arrêter à la demande de la police. Il a percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en sens inverse, tuant l'automobiliste de 34 ans. Il avait déjà à 14 ans un long passé judiciaire devant lui. Qu'est-ce que vous proposez pour cette jeunesse française aussi, qui a des parcours de délinquance que la justice n'arrive plus à stopper? D'abord, reconstruire notre justice. Donner enfin à la police et à la gendarmerie les moyens de contrer la montée de la délinquance par une réponse pénale appropriée. Et ça, c'est le premier sujet. On a fait dans cette campagne des propositions que nous portons depuis très longtemps pour augmenter le nombre de places de prison, pour incarcérer plus vite dès le premier délit, parce que vous avez raison de le dire, c'est aujourd'hui la situation de ces jeunes multirécidivistes qui n'ont jamais été réellement condamnés, qui créent cette situation de violence qui ne cesse de s'aggraver. Mais à la fin, je voudrais vous le dire, on est à la fin de cette campagne et aller partout en France pendant 5 ans, pendant ces derniers mois, me permet de toucher du doigt les problèmes du pays. Je n'ai jamais été aussi convaincu qu'aujourd'hui que le vrai grand sujet pour la France, c'est d'abord la crise de l'école. C'est pas un sujet européen, c'est vraiment un sujet français, mais c'est l'avenir du pays qui en dépend. Moi, je suis prof, vous savez. Mon premier engagement public a été de dire l'effondrement éducatif. Bien sûr, il faut reconstruire nos frontières et mettre fin à cette immigration débridée qui détruit de l'intérieur l'unité de notre pays. Bien sûr, il faut reconstruire les forces de sécurité et surtout la chaîne pénale qui leur permettra d'agir. Mais à la fin, on ne s'en sortira pas, surtout si on ne commence pas par reconstruire une école qui transmette à tous les jeunes Français le sens de ce qu'est la France, l'amour de ce qu'est le pays, les profs ne font pas leur travail partagée. Ça veut dire que les profs aujourd'hui, comme tellement de fonctionnaires de terrain, dans la santé, à l'hôpital, dans la police, dans la justice, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, leur travail est sapé de l'intérieur par un État qui n'a pas pris conscience du défi existentiel devant lequel la France se trouve. Dernière ligne droite de cette élection européenne, on l'a dit, François-Xavier Bellamy. Qu'est-ce qui vous différencie, au fond, fondamentalement, de Marion Maréchal, Reconquête, de Jordan Bardella pour le Rassemblement national? Pourquoi le vote LR est différent de ces deux votes-là? Parce que nous sommes la seule liste de droite qui puisse agir demain pour la France et pour les Français, parce que nous sommes les seuls à avoir les idées claires sur ce que nous voulons faire, sur ce que nous devons faire. Le Rassemblement national a gagné en 2019. Qu'est-ce qu'il en a fait? Avec 3 fois plus de députés que nous, il n'a aucun bilan. Et aujourd'hui, je crois que il faut d'abord que les Français, quand ils vont aller voter demain, ne se demandent pas seulement qui dit quoi. C'est dimanche, a priori. Quand ils vont aller voter dimanche, je disais demain d'une manière plus générique, que les Français ne se demandent pas seulement qui dit quoi, mais qui a fait quoi. Et qui a fait quoi aussi dans cette campagne? Parce que je voudrais dire
ma révolte devant le comportement politique aujourd'hui de la liste de Reconquête. Moi, j'ai passé cette campagne à attaquer mes adversaires. Mes adversaires, c'est la gauche. Mes adversaires, c'est le gouvernement qui fragilise le pays. Et aujourd'hui, on a des candidats chez Reconquête qui auront tout fait pour s'attaquer à la droite. Ils ont parlé d'union des droites pendant des mois à leurs militants et aujourd'hui, ils n'ont rien de mieux à faire alors que le pays est en situation de danger existentiel que de s'en prendre à ceux qui ont mené les combats les plus courageux contre l'islamisme pour reconstruire nos frontières, pour retrouver notre sécurité. Cette situation désolante à coups de mensonges en expliquant que parce que j'ai serré la main à Valérie Hayé, parce que je respecte mes adversaires et que oui, je les salue, ça voudrait dire que je vais rentrer en coalition avec eux demain. Mais ça n'a aucun sens. Et les Français le savent bien. Et moi, je suis certain que les Français de droite et qui tiennent à leurs valeurs, qui tiennent à leurs convictions, qui ont le sens de l'honneur, ne se laisseront pas tromper par ces mensonges aberrants. Merci François-Xavier Bellamy. C'était votre grande interview Merci sur à vous. CNews et sur Europe.